Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle, peut-être une nouvelle vidéo, voilà, un nouvel épisode, surtout sur comment je vis ma médiumnité au quotidien, ma spiritualité au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler du transgénérationnel et comment j'ai découvert ces blessures et comment j'ai conscientisé certaines de ces blessures qui n'étaient pas les miennes. Avant de commencer, j'aimerais remercier les gens, les personnes qui m'ont si gentiment écrit pour partager leur ressenti, pour partager un petit morceau de leur quotidien aussi et de comment ils ont vécu leur propre éveil et leur propre découverte des blessures qu'ils portaient et comme voilà. Donc je suis vraiment, je tiens à les remercier parce que ça fait chaud au cœur. Souvent, on fait ce parcours et ce parcours est souvent solitaire. Il est lourd, on se sent un petit peu seul, on est un petit peu perdu parce qu'on se dit que les autres ne peuvent pas comprendre parce que de toute façon ils ne comprennent pas le plus souvent, donc forcément. Et donc c'est parfois lourd. Et c'est pour cette raison que je fais ces vidéos, c'est pour partager ce que moi j'ai vécu, parce que je pense que d'autres ont vécu des choses qui sont similaires. Et voilà, et ça crée un ensemble, une communauté où on peut un petit peu voilà se soutenir et partager ces moments de vie qui sont quand même extrêmement importants. Voilà. Petite parenthèse. Donc, je vous dis merci. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Encore une autre petite parenthèse, abonnez-vous à la chaîne, partagez, parce que voilà, ça peut m'aider à simplement à faire circuler la vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Ok, bien. Donc, je disais, on va parler un petit peu du transgénérationnel et ce que ça apporte comme difficulté, comme incompréhension parfois et compréhension aussi dans le parcours, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on vit au quotidien finalement, sans comprendre exactement pourquoi on le vit et d'où viennent ces blessures qui se répètent constamment tant qu'on ne les a pas conscientisées, tant qu'on n'a pas guéri. Voilà. Donc pour comprendre cela, on va partir un petit peu en arrière encore une fois. Et je vous avais expliqué dans la première vidéo mes blessures, ma blessure de rejet, en tout cas la première blessure de rejet, celle qui avant même ma naissance. Je vais vous raconter un petit peu, tout en sachant que ça, c'est la première blessure de rejet que j'ai comprise plus tard, mais qui a été conscientisée. C'est la première dans cette vie-ci. Ça n'est pas, il y en a d'autres, mais je vais commencer par là. Donc là, c'était juste avant ma naissance, donc j'étais encore dans le ventre de ma mère, et le premier rejet a été consommé, j'ai envie de dire, par le fait que mon père n'ait pas voulu me reconnaître comme sa fille. Donc, il refusait absolument de croire que j'étais sa fille en fait. Hein. Et ce doute persiste encore aujourd'hui. Je l'ai accepté, ce doute, et il ne me fait absolument plus, il ne me fait plus souffrir, il ne fait plus partie des préoccupations, je n'ai plus besoin d'avoir cette réponse. Pourtant, j'ai eu besoin pendant de longues années de comprendre cette blessure et le fait, et je me demandais est-ce qu'il est vraiment mon père, oui ou non. Et ça apporte énormément de difficultés et de manque de confiance, etc. Mais on va y revenir. Donc voilà, la première blessure de rejet, le premier moment où ce rejet a été acté. Le deuxième, je vous ai raconté aussi dans la première vidéo, donc c'était à ma naissance. Ma mère a refusé, ne voulait absolument pas prendre soin de moi. Elle m'a rejetée complètement. C'est ma grand-mère qui a dû prendre le relais et faire la place de maman. Donc voilà les deux premiers rejets bien ancrés, bien marqués au fer rouge, qui vont par la suite m'apporter énormément de souffrance, bien évidemment, et de difficultés à comprendre. Et donc, pour comprendre ces deux blessures
déjà ce sont des blessures qui se répètent. Et je vais vous expliquer un petit peu. Maintenant, on va remonter un petit peu en arrière. On va aller rendre visite à ma grand-mère et mon grand-père. Parce que c'est là que ça, en tout cas pour cette blessure-ci de rejet, c'est là que ça commence. Donc ma grand-mère était voilà d'une famille assez aisée et elle a épousé mon grand-père. Ils ont eu un premier garçon qui est décédé à l'âge de 7 ans. Donc déjà une belle rupture, une belle souffrance, une grosse souffrance pour ma grand-mère à l'époque. Et mon grand-père tombe malade, donc il a la tuberculose, donc voilà, il va traîner ça quand même quelques années. Et ma mère vient au monde, et à l'âge de, voilà, elle avait 2 mois quand mon grand-père décède des suites de sa maladie. Encore une grosse rupture là. Ok, jusque-là, voilà, ça arrive à tout le monde et c'est à toute, voilà. On continue, donc ma grand-mère se remet voilà, elle continue sa vie courageusement et elle rencontre un homme qui est plus âgé qu'elle et qui a déjà un enfant, un garçon. Et donc ils se marient. Contre l'avis de la famille, de la belle famille, donc de la famille de ma grand-mère. Donc absolument contre ce mariage et contre l'idée qu'elle puisse se remarier. Donc s'en vient un rejet, c'est-à-dire qu'ils la mettent au banc de voilà, non, on ne veut plus de toi, tu te maries avec cet homme que nous n'acceptons pas. Donc voilà, il y a ce rejet familial, voilà, qui se met en place. Ma grand-mère, évidemment amoureuse, donc elle se marie et voilà, elle fait sa vie, elle élève ses enfants, mais ça ne va pas bien se passer parce que cet homme, j'allais dire, cet homme qui a pris la place de mon grand-père, était quelqu'un de pas très gentil et surtout alcoolique. Donc il buvait énormément, ne travaillait pas. Ça devenait très difficile. Ma grand-mère porte en elle encore le deuil de son fils et le deuil de son mari et le rejet de sa famille. Donc la mise au banc, voilà, par sa famille. Donc elle perd un petit peu pied. Elle perd, voilà, il dépense son argent. Il n'y a plus d'argent pour nourrir les enfants parce qu'il dépense tout dans l'alcool, voilà, etc. Et un jour, elle n'en peut plus finalement. Elle se dit c'est pas la peine. Donc et elle a essayé de mettre fin à ses jours une première fois. Elle n'a pas réussi, donc une deuxième fois. Et là, elle n'a pas raté son coup. Donc du coup, donc elle a mis fin à son contrat sur Terre. J'ai envie de dire ça comme ça, en laissant ma mère qui à l'époque avait 6 ans. Ça, évidemment, le beau-père ne pouvait pas prendre cet enfant à charge puisqu'il en était complètement incapable. Donc, on a essayé de la placer dans sa famille qui a complètement refusé de la prendre. Donc, elle a été rejetée par la famille comme l'avait été sa mère auparavant. Donc, d'où le fait aujourd'hui que je peux comprendre le rejet de la mienne quand je suis venue au monde et que donc cette blessure était là, ce lien était là, cette mémoire était là, et il fallait la travailler, il fallait la libérer. Donc à ce moment-là, sa famille refuse de la prendre, donc à l'âge de 6 ans, elle a été placée dans un orphelinat jusqu'à sa majorité. À l'époque, c'était 22 ans. Donc dans un assez strict, dur, froid. C'était un orphelinat de religieuses, donc des punitions quand même assez extrêmes à l'époque. Et d'où
ce catholicisme, ces dogmes bien ancrés chez ma mère. Donc, quand elle sort de l'orphelinat à l'âge de 22 ans, elle trouve donc cet emploi et c'est là où elle rencontre mon père. Voilà pour l'histoire de ce lien un petit peu qui me suit, cette blessure de rejet qui a été vécue, qui a été retransmise et qu'il a fallu que je comprenne et que je libère, évidemment, bien des années plus tard. Pour vous dire que les blessures elles ne sont pas les nôtres, et qui ne sont pas, à un moment donné, qui empêchent énergétiquement, moi je l'ai vraiment vu comme ça et vécu comme ça empêche la libération de de notre lignée en fait, hein, de nos anciens. Ça empêchait énergétiquement ma grand-mère de passer à autre chose. Et tant que moi, parce que c'est moi qui ai dû le conscientiser ici, je ne le faisais pas, eh bien, il y avait ce lien et cette blessure qui revenait constamment dans ma vie. Et elle est venue très souvent, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi tout du long. Parce que j'étais incapable de comprendre que c'était des blessures transgénérationnelles, qu'elles n'étaient pas forcément les miennes, mais que je les revivais pour les libérer, pour les conscientiser. Je l'ai fait bien plus tard et je vous expliquerai comment je l'ai fait. Donc, à ce moment-là de ma naissance, il y a eu ce rejet. Donc, je vous avais raconté que finalement, j'étais restée avec ma grand-mère et mon grand-père et que mes parents sont partis pour faire leur vie. Et ce qui était un rejet, encore une fois, bien sûr, voilà, bien marqué. Mais j'étais enfant et à ce moment-là, je me sentais bien avec mes grands-parents. Cette blessure a été réveillée quand ils sont venus me chercher pour faire partie de la famille finalement. Seulement, tout du long et toute mon enfance et toute mon adolescence, je ne trouvais pas ma place. Je ne trouvais pas ma place dans cette famille, vraiment. Hein, c'était quelque chose de terrible parce que je ne me sentais pas aimée, je ne me sentais pas écoutée, je ne me sentais pas en sécurité aussi. Ma mère était dure, extrêmement dure, donc toute sa frustration, ce qu'elle n'a pas réussi à comprendre ou ce qu'elle n'a pas voulu comprendre, je dirais même que elle a fait son job finalement parce que comme c'est moi qui devais régler ce problème transgénérationnel, c'était dans mon expérimentation que je devais le faire. Ma mère est venue comme une personne qui va vraiment mettre tout, mais tout, tout en place, de ce qui peut être les choses les plus difficiles, au moins sympathiques. Je ne vais pas tout vous dire, mais elle était dure, elle était même très dure avec moi. Et elle va mettre tout en place pour que ça se réveille en moi. Et ça s'est réveillé, mais ça s'est réveillé bien des années plus tard parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je refusais catégoriquement de voir tout ça et j'en étais absolument pas consciente. Donc voilà. Enfant, on n'a pas la capacité de voir ce qui se passe, on n'a pas la capacité de comprendre nos souffrances. Donc, on se dit, il ne m'aime pas, et puis c'est tout, et puis et on est blessé, on s'enferme, on se renferme sur soi, ou on met des carapaces autour de soi pour pour vivre comme on peut finalement. Et mais plus le temps passe, à l'âge où on commence à comprendre, on peut déjà commencer à voir qu'il y a des dysfonctionnements et essayer d'aller chercher plus loin. À cette époque, je refusais d'aller chercher plus loin. Moi, tout ce que je voulais, c'était avancer, fuir, et j'ai fait ça. C'était une fuite en avant émotionnelle où l'émotionnel n'avait pas sa place finalement, et il fallait absolument continuer. D'ériger, de monter sa vie pierre par pierre, j'ai envie de dire. Donc, je finis par je rencontre mon mari et je me dis à ce moment-là, ok, ça va, maintenant tout va bien se passer.
et je reviens juste un petit peu encore en arrière pour même à l'adolescence, c'était ça. Cette blessure de rejet m'empêchait d'aller vers les autres. Je me suis construit une carapace qui m'empêchait complètement d'aller vers les autres, tel que quelqu'un qui n'a pas ces blessures ou qui n'a pas ce poids à libérer peut le faire. Pour moi, c'était extrêmement difficile parce qu'il y avait cette peur du rejet. J'avais un tel manque de confiance, un tel manque d'amour en moi, puisqu'à à partir de 5-6 ans, je n'en ai plus eu. Que j'avais perdu complètement confiance en moi, et donc cette blessure d'être rejetée par mes parents, était insupportable. Et donc il ne fallait absolument pas que les autres voient cette blessure. D'accord? Donc il y avait cette peur extrême de comprendre d'où ça pouvait venir, et surtout on ne peut pas laisser les autres s'approcher. C'est pas possible, parce que si jamais les autres s'approchent, ils vont voir finalement qui je suis en réalité, et ça n'est, voilà, ils vont partir. Ils vont partir parce qu'ils ne vont pas être capables de m'aimer. Ça, c'était vraiment la boucle tout le temps, tout du long, tout au long. Et alors que oui, on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne s'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne se connaît pas et qui ne se voit pas. Donc, je continue ma vie. Donc, je rencontre mon ex-mari, et je me dis, à ce moment-là, voilà, maintenant j'ai ma famille. Maintenant, je vais construire ma famille et tout va se passer pour le mieux. Et donc, ça se passe bien au début, bien sûr, mais très vite, il y a une problématique qui va arriver, l'alcoolisme de mon mari, de mon ex-mari. Donc, quand on parle d'alcoolisme, c'est une maladie, bien entendu, mais elle vient réveiller des choses que je dois conscientiser, puisque ma grand-mère ne l'avait pas fait à l'époque. Donc, c'est à moi de le faire. Ça n'était pas à ma mère de le faire. Elle est venue faire son job et elle a eu sa vie avec ce qu'elle devait expérimenter. Mais c'était dans ma lignée, c'est moi qui devais finalement libérer tout ça. Il y en a un par famille, hein, c'est comme ça. et donc, je revis un petit peu les mêmes souffrances que ma grand-mère a vécues. C'est-à-dire ce rejet de sa famille, puisque mes relations avec ma mère n'étaient vraiment pas équilibrées. Je me sentais rejetée par tout le monde, en fait. Hein. Il y avait cet émotionnel qui est tout le temps qui amenait aussi la victimisation, finalement. Je les ai vécues toutes, les blessures. Hein, donc on va essayer de rester sur le transgénérationnel. Et donc, du coup, je vis ma vie, comme je peux, en me disant finalement, ok, il est malade, il va falloir tenir cette famille. J'avais 4 enfants, donc il va falloir tenir cette famille, il va falloir surtout protéger les enfants. Et je me mets une carapace de sauveur. Vraiment, je me mets une carapace de sauveur qui doit absolument sauver tout le monde, sauf se sauver soi-même. Hein. Aucune conscience de moi, aucune conscience de ce que je devais faire. Donc, j'essaye d'équilibrer au mieux tout le temps les situations. Ça passe par des échecs, mais vraiment constants. Donc, tout d'un coup, tout va bien, et puis de nouveau, il y a un échec monumental. Et quand je parle d'échec, c'est vraiment des choses qui sont dures, hein. Des pertes, des pertes financières, des pertes émotionnelles. Enfin, à chaque fois. Toujours ce rejet, cette sensation et cette blessure béante qui est là, ce rejet des autres, parce que tout me faisait mal, tout me faisait
essayer de me faire prendre conscience de quelque chose que je ne voulais pas voir. Donc je n'en prenais pas conscience et je continuais à vivre, à me forcer, à subir une vie qui était difficile parce que je ne voulais pas choisir euh, de, 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 de m'arrêter. Je ne choisissais pas, je ne me choisissais pas. Donc du coup, je continuais comme ça constamment. Donc ma vie continue dans des épreuves incroyablement difficiles. Et j'essaye de vraiment de tenir pour mes enfants et pour bien entendu pour la vie et surtout aussi pour il fallait pas que le monde s'aperçoive de toute cette souffrance en fait. Donc il y avait cette carapace de comme beaucoup font, hein, on vit pour le paraître, on ne vit pas pour être vrai. On oublie de cette vérité d'être qui nous sommes. Donc du coup on fait des choses, mais on fait des choses pour paraître, on fait des choses parce que c'est bien, on fait des choses parce que alors je ne dis pas que je ne juge pas, c'est absolument pas ça, puisque je l'ai vécu comme ça, mais ça n'est pas ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce qui nous est demandé. Et je me suis rendu la vie plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être, parce que je n'ai pas choisi, je ne me suis pas choisie à un moment donné. Parce que même dans ces plus grosses souffrances, dans ces moments de solitude qui est de vivre voilà avec un ex-conjoint qui était alcoolique, qui pouvait être dur, où il n'y avait pas de stabilité ni émotionnelle ni financière par moment, c'est extrêmement difficile. Et Et il fallait absolument que personne ne s'en rende compte. Ça, c'était quelque chose c'était quelque chose que j'ai fait pour me protéger moi, finalement, peut-être, ou je disais, c'était pour protéger les enfants, mais je voulais surtout pas voir à quel point ma responsabilité était là et que je devais la prendre en considération. Beaucoup vont dire mais oui mais c'est pas de ta faute si ton mari boit ou etc. ou c'est pas de ta faute. Non, ce n'est pas ça. Mais je sais que maintenant, quand j'ai décidé, je le sais maintenant, quand j'ai décidé de partir et de me séparer de mon conjoint, de mon mari, ça m'a pris des années pour faire ce pas. Ça hurlait tellement depuis des années en moi de partir, d'arrêter, voilà, parce que, et j'aurais pu, j'avais ce choix. On a tous ce choix. On a ce choix. On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas y arriver, on a peur des qu'en dira-t-on, on a peur du jugement des autres, on a peur de se retrouver seul et de ne pas avoir quelqu'un, on a peur, voilà, euh, plein de peurs qui nous empêchent de prendre nos responsabilités et de nous choisir nous. Et bien entendu, ça crée des problèmes et ça rajoute encore des difficultés émotionnelles, ça rajoute encore du temps, ça rajoute un poids qui vont s'accumuler au fur et à mesure que vous refusez simplement que je refusais de voir la vérité en face et que voilà qu'il fallait que je décide de partir et que je me sauve moi et pas essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et ma grand-mère a fait ça avec son deuxième mari. Donc, contre contre tous les avis de sa famille, donc elle reste avec lui, elle essaie de le sauver et elle s'y perd en fait. Elle s'y est perdue. Elle a mis fin à son contrat, elle a mis fin à voilà à sa vie finalement parce qu'elle ne pouvait plus supporter sa vie, parce qu'elle ne pouvait pas partir, parce que pas qu'elle ne pouvait pas partir, elle pouvait sûrement partir, mais sa famille l'avait rejetée. Elle s'est retrouvée avec une enfant de 6 ans, sans rien, sans
perspective. Elle avait déjà vécu des fardeaux, des expériences terribles avec la perte de son enfant et la perte de son mari. Donc, à un moment donné, elle n'a pas réussi voilà à passer outre et à choisir autrement. Et tout ce ressenti, toutes ces blessures qu'elle avait, c'est moi qui je les ai héritées. Elles étaient là et il fallait les libérer simplement, les prendre en compte. Et ça a été difficile parce que je refusais complètement de les voir. Donc j'ai vécu cette phase de vie avec mon ex-mari comme une véritable épreuve. Hein. Quand je dis vraiment, c'est vraiment une épreuve. Pas que je ne l'aimais pas, mais je crois que c'était plus une dépendance. J'ai créé finalement une dépendance par peur de le quitter, par peur d'être seule et par peur de perdre ce que j'avais tellement voulu, une famille à moi, quelque chose, un noyau où je pouvais être en sécurité. Donc voilà. Donc je lui en voulais terriblement, bien entendu, parce que je me disais qu'il préférait son addiction à sa famille, etc. Alors que ça n'est pas ça. Évidemment, quand on est là, dans le feu de ce qu'on vit, c'est compliqué de trouver des réponses cohérentes. Et c'est pourtant ce qui était demandé, c'était que je me prenne en compte et que je prenne la responsabilité de choisir. Et j'ai choisi finalement, mais j'ai choisi de rester. Et donc pendant 30 ans, je suis restée dans cette prison, dans cet engrenage schématique, parce que c'est vraiment ça, où chaque fois tout se répétait, les succès et puis l'effondrement, les succès, l'effondrement, les succès, l'effondrement. Et quand je vous dis ça plusieurs fois, c'est vraiment ça. Ça a duré. Et je m'efforçais de sauver tout ça. Jusqu'au jour où finalement, je comprends que je ne peux pas sauver. Je dois me sauver moi-même parce que je prenais le chemin qu'avait pris ma grand-mère finalement. Je n'avais plus envie je me disais vraiment, je n'ai plus envie de vivre comme ça. C'est juste pas possible. Donc, il a fallu faire un choix. Et ce choix, je le sentais dans mon âme, dans mon cœur, mais de plus en plus fort jusqu'au moment où je n'ai plus pu résister. Donc, il a fallu faire un choix et ce choix était de partir. Donc, je pars très vite. Hein, je prends la décision extrêmement vite. Je dis vite. La décision, elle a pris des années et des années à se mettre en place, mais voilà, j'ai finalement, en espace d'un mois, j'ai décidé de partir et de divorcer. Et c'est là où je vous ai raconté donc dans la vidéo précédente, donc cet éveil spirituel qui est arrivé avec les capacités médiumniques, etc. Ces blessures se mettent alors en mode actif. Elles sont activées avec la relation karmique que j'ai rencontrée, où il y a de nouveau été ce rejet, cet abandon a de nouveau été bien marqué. Et ça m'a amené donc à tout ce travail, à cet éveil où j'allais devoir, qui s'est passé merveilleusement, bien entendu, c'est quelque chose de magique, mais où il fallait aller voir le problème. C'est-à-dire que les blessures allaient remonter, et elles sont remontées. Cette nuit noire de l'âme, comme on le dit, c'est vraiment une déstructuration, de ce qu'on connaît. Une déconstruction de tout ce qu'on peut connaître. Et il faut passer par là. On ne peut pas guérir simplement comme ça en se disant ok, je vais essayer de comprendre, je vais mettre les choses à leur place et puis ça va aller. Non, il faut vraiment déstructurer. Il faut se laisser aller à
c'est comme on abandonne qui on est pour pouvoir aller vers cette transformation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler sur soi. Et je travaille encore sur moi aujourd'hui. Donc, je ne développe rien. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Ce mot de développement personnel, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je crois pas que je développe quelque chose. Je vais chercher qui je suis, je vais à la rencontre de qui je suis vraiment, de ma vérité. Et c'est ça le travail sur soi. C'est d'arriver à explorer tous les recoins de notre être, de notre héritage émotionnel, du transgénérationnel, pour le prendre, le conscientiser, le guérir et finalement avoir enfin cette place où on peut découvrir, où on peut aller chercher qui on est. Parce que c'est là, c'est pas ailleurs, c'est là, c'est en nous. Et donc, il faut simplement se laisser être résilient parfois, avoir le courage d'aller voir et être patient et avoir la foi. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et je les sens toujours avec moi, mes ancestraux, mes guides, mes entités chères qui sont là et qui me poussent vraiment et qui m'aident et qui me soutiennent. Donc, pendant tout ce chemin où je croyais être seule, je ne l'étais pas. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas vu de thérapeute. Je n'ai pas vu je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est pas du tout c'est pas pour moi. Mais je sais que voilà, ma thérapie, j'étais capable de la faire toute seule parce que j'étais accompagnée. Tout m'a été donné, tout m'a été transmis, donc tout était là. Donc il a fallu juste que j'aille chercher. Maintenant, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas aller voir un thérapeute. Non, c'est pas du tout ça. Hein. On a besoin parfois des autres, même souvent, on a besoin des autres pour nous aider, pour nous apporter certaines réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter surtout dans le sens où si vous vous sentez bien avec la personne, hein, ça aussi c'est encore quelque chose j'entends parfois des choses qui sont un petit peu, qui me dérangent et n'attendez pas de votre thérapeute qu'il fasse les choses à votre place. N'écoutez pas non plus ces super thérapeutes qui vont vous dire tu dois faire ça, tu vas voir, ça va être fantastique, il y a ce protocole à faire et puis ça va être génial. Non, c'est pas du tout voilà. Faites attention aux gens que vous choisissez pour en parler. Il faut que ces personnes résonnent avec vous réellement pour de bonnes raisons. D'accord, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc moi j'ai fait ce parcours vraiment toute seule. Ici, mais pas toute seule, enfin, pas là-haut parce qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas c'est pas là-haut et en bas, mais c'est vraiment, voilà, c'est là. Donc, toutes ces énergies sont là et m'accompagnent au quotidien. Donc, à l'ouverture de mes canaux médiumniques, et à cette phase de transformation vraiment de nuit noire de l'âme où j'étais complètement éteinte et incapable de comprendre ce qui se passait. Quand le voile s'est levé, tout s'est mis en place et petit à petit, ça ne s'est pas fait en une fois, bien évidemment. Tout m'a été donné à chaque moment où j'étais capable de le faire. Donc je faisais, par exemple, je me suis réconciliée avec mon enfant intérieur, ce qu'on appelle son enfant intérieur. Donc avec cette petite fille qui a tellement souffert, qui a été rejetée, qui a été abandonnée, qui a été oubliée, qui n'a pas été suffisamment aimée. Donc je suis allée la chercher et je me suis réconciliée avec elle. Et aujourd'hui, elle m'accompagne partout. Et bon, parfois je l'oublie encore un petit peu, mais ça ne dure pas longtemps. Mais maintenant, c'est cette part de moi qu'on appelle cet enfant intérieur, c'est cet enfant qui a été brisé, cet enfant qui a été maltraité. Je suis allée la rechercher. Donc ça, c'est une des premières guérisons que j'ai faites, et je crois même que c'était la première où
Voilà, j'ai fait je suis allée à sa rencontre pour faire la paix avec elle et surtout pour la rassurer finalement. Comment j'ai fait? Bah, j'ai fait une méditation. C'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. N'allez pas. Les émotions ne sont pas simples, mais le protocole, on va dire ça comme ça, protocole. Euh, mais le travail, je préfère le travail, c'est d'aller conscientiser ça. Euh, donc j'ai fait une méditation et voilà, je m'installe, je médite et je vais dans mon cœur simplement, vraiment comme c'est l'endroit où l'amour est là, donc mon cœur, mon amour. Et je cherche donc mon enfant intérieur et je ne la trouve pas. Et il fait noir dans cet endroit, c'est un petit peu, il fait sombre en tout cas. Donc je suis en méditation et je visualise donc cet espace de mon cœur et je la trouve finalement, je trouve une espèce de bosse. Vraiment, c'est comme une couverture comme ça et une bosse qui est posée dans un coin sombre et je reste là et je la regarde. Et je n'ose pas tout de suite y aller, mais voilà, parce que ça me fait peur, parce que je me dis qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que surtout des émotions, hein, je sais pas qu'est-ce que je vais trouver comme image, mais c'est qu'est-ce que je vais découvrir en fait, quelle est l'émotion qui va me submerger et donc ça fait peur évidemment. Mais on prend son courage à deux mains, on est arrivé là, donc on continue, hein. Donc je vais vers cette bosse et je soulève un tout petit peu la couverture. Et là, je me vois. Je me vois recroquevillée sur moi. Et je suis, voilà, je suis en espèce de recroquevillée comme un fœtus. Donc, je tiens mes jambes et je suis là. Et donc, je me mets à sa hauteur. Et je lui demande simplement si elle accepte de sortir de son trou, hein, de sa cachette. Et elle ne me répond pas tout de suite, donc elle me regarde, je me regarde à cet âge-là. Je me regarde, je devais avoir, oui, 6 ans, 5-6 ans, je me vois à cet âge-là. Et finalement, je fais un signe de la tête pour dire oui. Donc, tout doucement, j'enlève la couverture et je lui demande si elle veut bien me donner la main, si elle veut bien sortir. Donc elle sort, mais elle est farouche, hein, elle a peur, mais une peur que je ressentais vraiment à ces moments-là, que je ressens et qui me faisait monter euh, tout plein d'émotions. Et donc mais j'y vais, je laisse venir, hein, je laisse venir. Donc je vais à sa rencontre, et là se met en place une espèce de dialogue avec cet enfant. Je dialogue avec moi à cet âge. Donc, moi, enfant. Moi, cet enfant qui a été tellement blessé, je dialogue avec elle. Et pardon, j'ai un petit peu d'émotion parce que ça me bouleverse encore. Et donc, je lui parle et je lui demande pardon finalement. Pardon de l'avoir laissé là tellement de temps, de ne pas l'avoir... de ne pas être venu la chercher plus tôt, mais que je n'en étais pas capable et donc que voilà, que j'étais désolée et à ce moment-là des émotions mais très puissantes émergent, sortent et des pleurs et des voilà, et c'est ça la libération. Quand on se demande pardon à cette petite fille, on demande pardon à cette petite fille qui était incapable à l'époque de gérer ses émotions et il n'y avait personne pour l'aider. Donc maintenant en tant qu'adulte, on peut y aller. On peut aller régler ce trou béant. On peut le remplir de notre amour aujourd'hui. Donc voilà. Et je lui prends la main et je lui promets vraiment que plus jamais je ne la laisserai. Plus jamais je ne l'abandonnerai, cet enfant. Et c'est ce que je fais.
C'est-à-dire que je n'oublie pas de rire aujourd'hui, je n'oublie pas ma joie, je n'oublie pas la personne, cet enfant en moi qui rêvait, cet enfant qui ne voulait qu'une chose, c'était une famille aimante et d'appartenir à, à cette famille et à ce monde finalement. Et donc, je lui ai promis que jamais plus je ne la laisserai. Et voilà. Et elle continue à faire ce chemin avec moi, même si parfois c'est un petit peu compliqué encore, mais parce qu'on ne guérit pas complètement et qu'il y a toujours des expériences à vivre. Donc du coup, voilà comment j'ai guéri une blessure et comment en tout cas, comment j'ai sauvé mon enfant intérieur. Cet enfant qui avait été maltraité. Et quand je dis maltraité, je ne vais pas tout expliquer ici, mais voilà, qui avait été maltraité, rejeté, abandonné, à sa solitude finalement, je l'ai sauvé. Et c'est ça, faire cette paix avec son enfant intérieur. C'est indispensable dans notre vie d'adulte de faire la paix avec l'enfant qu'on a été et avec la souffrance qu'on a vécue. Donc voilà. Après, il y a d'autres façons de le faire. Si c'est trop difficile et qu'on ne peut pas aller voir, moi, c'était à ce moment-là, c'était ça. Donc, j'ai fait la paix avec mon enfant intérieur. Après, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. Par exemple, si on a des situations qu'on a vécues pendant l'enfance et qui sont difficiles, eh bien, moi, je m'en sers beaucoup quand je travaille avec mes consultants. C'est si c'est difficile et qu'ils ne sont pas prêts ou qu'ils ont peur d'y aller, on peut imaginer les scènes dans une espèce de télévision. Et on change un petit peu, voilà, maintenant en tant qu'adulte, on peut aller dans cet espace parce que maintenant on n'a plus peur, on est capable de se défendre. Donc on peut dire les choses. Tu m'as fait ça, mais maintenant, par exemple, si on a vécu des traumatismes, on peut très bien aller dans cet espace, dans ce huis clos, et avec cet enfant intérieur et avec notre bourreau, on va dire ça comme ça. On peut lui dire stop, tu ne me feras plus jamais de mal parce que maintenant je ne te laisserai pas faire. Voilà, enfin, on va pas faire de thérapie ici, mais il y a plein de techniques différentes qu'on peut utiliser. Et donc voilà comment j'ai fait la paix avec mon enfant intérieur, ce qui m'a permis par la suite de continuer à évoluer et à expérimenter les blessures, parce que c'est ça le transgénérationnel. Donc j'avance et petit à petit, il y a des outils qui me sont donnés par ma médiumnité, par mes guides, des connaissances qui arrivent comme ça où je me dis ok, mais pourquoi ça? Donc je fais un petit peu de recherche, je pose des questions et j'obtiens des réponses, bien évidemment. Et par exemple, si j'ai besoin de comprendre une certaine chose, donc on me met un livre ou un film, c'est tout bête, hein, parfois. Et c'est pas la réponse complète, hein, mais ça va permettre de chercher en soi la réponse. Et voilà comment ça commence. Et donc je conscientise finalement, je me rends compte avec les blessures avec chaque étape, chaque blessure conscientisée, chaque libération aussi, que la vie que je vis en fait, que j'ai vécu pendant toutes ces années, ce que ma grand-mère avait vécu. Vraiment dans d'autres circonstances, avec une autre une autre vie bien sûr, mais j'ai vécu les mêmes blessures. Et elles se sont répétées dans ma vie aussi longtemps que je n'ai pas réussi à les voir, à les comprendre, à les conscientiser et de savoir finalement, je revis un schéma du passé. Je revis un schéma du passé finalement. Et il faut qu'il s'arrête ici, ce schéma. Donc je le guéris
Et autant vous dire que parfois, c'est comme être, moi j'appelle ça, j'étais dans un tambour de machine à laver, hein. Ça brassait dans tous les sens, ça secouait dans tous les sens, émotionnellement. Ça faisait remonter des émotions, mais d'une telle puissance, d'une telle intensité que on était à terre, hein. C'était pas simple, hein. C'était vraiment, et je laissais venir. Je conscientisais, je laissais venir ces émotions, je les accueillais complètement. C'est pas comme si, comme avant, où je mettais toutes les émotions dans tous ces petits tiroirs que j'avais. Et ces petits tiroirs, ils s'ouvraient les uns après les autres finalement. Et il fallait travailler, il fallait travailler sur soi, il fallait comprendre, il fallait aller au-delà des apparences pour aller comprendre trouver la solution finalement pour vivre d'une façon différente, pour s'éveiller et comprendre qui j'étais finalement vraiment moi. Donc tous ces schémas se répètent et je finis par les comprendre, les soigner petit à petit. Euh, on croit parfois, à tort, euh, on expérimente voilà quelque chose et puis on fait le job. D'accord. Je faisais des soins énergétiques, je faisais voilà, etc., etc. Et on se dit, bah maintenant j'ai conscientisé ça, maintenant ça va aller, finalement. C'est super. T'as bien bossé, bravo, on y va et ça va aller. Seulement, on croit avoir tout traité et il y a des réémergences qui viennent comme ça. Il y a ça remonte parfois. Et moi, je mets ça sur le compte où est-ce que tu as bien compris? C'est comme si l'univers, la source, peu importe, ou mon être supérieur me disait dis-moi, est-ce que tu as bien trouvé le truc? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que il n'y a pas un petit quelque chose que tu n'as pas encore tout à fait saisi? Parce que pour moi, il est vrai que je suis extrêmement têtue, c'est peut-être le mot un petit peu fort, mais oui, je refuse parfois un petit peu ce qui, ouais, je me tiens encore, je m'accroche encore souvent à mon ego, à mon mental, et enfin beaucoup moins maintenant, mais je veux dire à l'époque où ça a commencé, je me tenais à ça et c'était difficile de lâcher prise pour aller plus loin. Et puis finalement, j'avais tellement envie de comprendre. Je suis extrême. Cette curiosité extrême, c'était vraiment, elle était là pour me pousser. Hein. Vraiment, ça me poussait à comprendre, à décortiquer tout ce qui se passait dans ma vie, à mes blessures, mes émotions, etc. Il suffit pas de les, oui, ouais, là, ah c'est la colère. Ok. Par exemple, on ressent de la colère. Je vais essayer de donner un exemple. Je ressens de la colère, mais je comprends pas pourquoi je ressens de la colère. Mais c'est de la colère. Ah, ok, c'est de la colère, donc c'est bon, c'est guéri. Non, c'est pas ça. Je ressens de la colère. Alors pourquoi je ressens cette colère? D'où elle vient cette colère? Et qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle émerge? Qu'est-ce qu'elle fait émerger en moi? Et qu'est-ce que je dois comprendre? Et voilà comment moi je fonctionne. Et donc je vais chercher. Je cherche jusqu'à ce que je trouve. Et quand j'ai la réponse, ouf, c'est une libération. Comment je la trouve les réponses? En essayant de me connecter à ces énergies subtiles, en essayant de me connecter à des choses que j'entends et à mon instinct, parce que il y a personne qui va pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez. C'est même si vous allez voir quelqu'un, par exemple moi en consultation, j'ai parfois des sensations, voilà, je vois certaines choses, j'entends certaines choses, je ne sais pas toujours où les placer. C'est pas à moi de le faire non plus. Moi, je peux donner ça comme outil à mon consultant ou à ma consultante pour faire, voilà, pour faire le travail, pour faire les recherches, pour aller plus loin. Et je peux l'accompagner, bien évidemment, mais je ne peux pas y aller à sa place. Je peux pas, c'est pas possible. Moi, je le fais pour moi
tout ça, toute cette capacité médiumnique en premier lieu, elle était là pour moi, pour que je travaille sur moi, que j'aille chercher mon essence, que j'équilibre mon énergie, mon émotionnel, ma dualité, que je comprenne comment je peux gérer cette dualité ici, comment je peux être moi, être vrai, et travailler pendant longtemps la confiance qui m'a été enlevée finalement, enlevée, ou la confiance que je suis simplement venue travailler, je préfère dire ça comme ça, parce que c'est mon expérimentation. Donc ça, c'est ça ma mission entre guillemets. Encore une fois, parfois on entend oui, mais c'est quoi ma mission de vie? Eh bien la mienne, c'est ça, c'est guérir. Bah déjà. Et je pense que celle de tout le monde, c'est ça. Déjà se guérir soi-même, comprendre qui on est, comprendre notre vérité pour avancer vers la meilleure, notre meilleure version. C'est même pas ça, mais être vrai. Ça veut pas dire être parfait. Il n'y a pas de perfection. Si on l'obtient un jour dans une autre vibration peut-être, mais pour moi ici il n'y a pas de perfection. Il y a être vrai. C'est ça la perfection. Être capable, arriver à s'aimer, arriver à aimer nos, comme on dit, nos parts d'ombre qui sont nos côtés un peu plus imparfaits finalement, parce que on est parfait dans notre imperfection. C'est ce qui nous définit, et c'est pour ça qu'il faut avancer, c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher cette paix intérieure, cet amour intérieur, cet amour pour soi, cette compassion, ce pardon aussi qu'il a fallu travailler. Ça aussi, c'est quelque chose parce qu'on se dit, on va travailler le pardon et on va donner le pardon aux autres pour tout ce qu'ils nous ont fait ou pour tout ce qu'ils ont vécu, etc. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas simplement en donnant le pardon que les choses vont se régler. Il s'agit aussi de se pardonner à soi. Se pardonner à soi les choix qu'on a faits en conscience, avec responsabilité, puisque on a quand même choisi. On est libre de choisir ce qu'on veut. On n'est pas prisonnier d'un dogme spirituel ou d'un dogme, peu importe, hein, on n'a aucune obligation, si ce n'est celle d'être juste avec nous-mêmes, d'être vrai avec nous-mêmes pour pouvoir l'être ensuite avec les autres. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de miracle non plus. Et donc ces blessures, il faut il faut les travailler. Ce transgénérationnel, c'est comme ça que moi j'ai réussi. Après, bon, il y a beaucoup d'autres choses, hein, bien évidemment, beaucoup d'expériences que j'ai vécues. Je peux pas tout raconter en une vidéo, c'est impossible. Mais voilà, ce transgénérationnel, cette vie que ma grand-mère avait vécue, moi je l'ai vécue. Jusqu'au moment où moi aussi j'ai eu ce choix, où il y a eu ce choix en moi de dire est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas, parce que je n'en ai plus la force. Et finalement j'ai fait le bon choix parce que j'ai choisi de continuer et j'ai choisi de me libérer, j'ai choisi d'accepter la souffrance qui était la mienne pour la dépasser. Et très souvent on ne le fait pas. Chacun après, bien entendu, a son vécu et c'est peut-être sa façon de voir les choses. Moi, je savais que il y avait cette petite flamme à l'intérieur qui me poussait constamment à chercher. Et vraiment, et je cherchais et je trouvais les réponses, qu'elles soient agréable ou pas, parce que finalement tout ce que j'ai découvert n'était pas forcément agréable, bien évidemment, mais ça m'a permis d'avancer, ça a permis de conscientiser, de guérir. Et pour chacun, c'est un peu la même chose. Il y a une façon de comprendre qu'on a des blessures transgénérationnelles, c'est quand ces blessures, vous
vous ne vous en débarrassez pas facilement déjà, que ce sont des schémas qui se répètent dans votre existence, dans votre vie, avec des situations différentes, mais avec les mêmes émotions, les mêmes intensités et un petit peu la même façon d'être, la même histoire finalement. D'accord? Quand on ne connaît pas son histoire familiale, comme moi je ne la connaissais pas au départ, j'entendais un petit peu certaines histoires, mais je ne connaissais pas forcément toute mon histoire. Donc c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais quand on cherche énergétiquement quelque chose, on va le trouver. Donc et aujourd'hui, il y a des groupes de parole, de soutien justement, avec des gens qui ont déjà développé leur capacité, si vous ne l'avez pas encore fait, et qui peuvent éventuellement vous donner des pistes. Attention, donner des pistes et donner des clés. Ne pas être un gourou et ne pas vous dire il faut suivre telle ou telle voie ou telle chose. Ok? Fuyez ce genre de truc parce que c'est dangereux. C'est la guérison ne vient que de vous et vous seul. On peut s'aider, mais si vous ne travaillez pas sur vous, ça ne servira à rien. C'est comme faire un soin énergétique. On parlera de l'énergétique aussi à un autre épisode, mais c'est comme faire un soin énergétique sans. Oui, c'est sympa sur le moment, ça aide et ça soulage. Mais si vous ne guérissez pas le problème, vous allez le trimballer, vous allez continuer à le trimballer longtemps. Hein. C'est résoudre des choses et puis ça met du temps. Hein. On va pas vous faire ouvrir le paquet. Voilà, maintenant tout va sortir et puis la boîte de Pandore est ouverte et puis tout est réglé. Non, c'est au contraire. Pardon. On ouvre la boîte et puis il y a plein de choses qui sortent, mais c'est comme si on prend chaque petite chose, chaque émotion, chaque problématique et on va les décortiquer et on va les travailler. On va les voir, on va les regarder, on va les aimer finalement. Aimer, c'est un bien grand mot, mais ça ne devient plus si lourd à force de les travailler. Ça ne devient plus aussi lourd. Et puis vous allez à côté de ça, à côté de ce travail, en parallèle, il y a cette transformation. Je vais boire un petit peu parce que je parle beaucoup là. Donc voilà, il y a ce travail qui doit être fait. Et ne pensez pas que vous allez travailler sur vous 3 mois, 2 mois, et puis que l'affaire est bouclée, on met un petit nœud et cadeau. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas possible. Ça prend du temps. Ça prend du temps et pour certains ça prend toute une vie. Pour d'autres ça prend peut-être un petit peu moins, mais vous arriverez. Moi, je suis arrivée, je parle pour moi, je suis arrivée à un point où enfin, je sais qui je suis. Enfin, je suis libérée de tellement de choses qui enfin me permettent aujourd'hui de vivre ma vie ici et maintenant. Ce qui m'a été longtemps impossible, puisque déjà de un, je ne voulais pas être ici parce que ça ne me convenait pas. De deux, je sentais bien que c'était pas chez moi, que je voulais retourner de là où je venais et je fais ça, mais c'est dans une autre vibration en fait. Hein, encore une fois, il y a pas, j'ai pas cette idée de paradis, de choses comme ça. Je n'adhère pas à ce genre de choses. Pour moi, c'est simplement une vibration. On est dans des vibrations différentes et tout est là en fait. Hein, tout est là. Sauf qu'on est dans des paliers différents, on est dans des vibrations énergétiques différentes et on n'y accède pas toujours parce qu'on n'est pas prêt, mais parce que nous ne voulons pas y aller ou parce que nous ne pouvons pas y aller, pas parce que quelqu'un nous empêche de le faire. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai accès à plein d'espaces et il y en a encore où je ne vais pas, mais que j'ai très envie d'explorer et d'expérimenter. Hein. Mais voilà. Pour le transgénérationnel, essayez
Si j'ai un conseil à donner, si on peut appeler ça, voilà, un conseil, mais si j'ai vraiment une piste à vous donner, c'est si vous avez dans votre vie des schémas qui vous bloquent, des schémas que vous ne comprenez pas parce que vous avez la sensation qu'ils ne sont pas à vous finalement, que vous vivez quelque chose constamment, que vous êtes bloqué par quelque chose, mais que vous ne comprenez pas pourquoi. Essayez cette piste du transgénérationnel, de comprendre, voilà. Beaucoup en méditation et puis en consultation aussi avec des gens. Choisissez bien vos thérapeutes, hein, les gens avec qui vous travaillez, ça c'est important. Mais cherchez. Cherchez et faites-vous confiance parce que si vous avez cette sensation que c'est par là qu'il faut aller, eh bien c'est que c'est là que la réponse se trouve. Ne laissez personne vous dire ouais mais non c'est pas là, tu fais fausse route, c'est par ici. Non. Si on a des conseils à vous donner, si on a même un thérapeute, si quelqu'un doit vous donner quelque chose, prenez-le, mais n'en faites pas une vérité absolue. Peut-être que c'est pour vous, voilà, pour vous guider un petit peu, pour vous donner un petit peu un chemin à suivre, mais surtout gardez votre libre arbitre, votre choix, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si, j'ai pas tout dit parce que forcément, il y a toujours des choses à dire. Mais voilà comment moi j'ai guéri mon transgénérationnel, ou plutôt comment je l'ai apprivoisé, comment j'ai compris ces schémas qui se répétaient dans ma vie constamment, et pourquoi je ne m'en sortais pas. Donc, une fois qu'on a compris d'où ça vient, ça ne veut pas dire que tout est terminé, que tout est guéri, parce qu'il faut quand même, voilà, c'est à vous de faire les pas par la suite et de vous débarrasser de cette prison finalement émotionnelle et couper ces liens qui ne sont plus, voilà, qui ne sont plus les vôtres. Après, énergétiquement, on peut couper, on peut faire des soins et couper ces liens, bien sûr. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez faire appel à quelqu'un pour vous aider à le faire. Encore une fois, soyez vigilant quand vous faites appel à quelqu'un. Et, et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que on va s'arrêter là parce que sinon je m'arrête pas. Il y a énormément de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager cette vidéo à des gens à qui vous croyez que ça peut peut-être aider. C'est mon partage, hein, c'est pas, voilà, c'est peut-être un petit peu brouillon aussi parce que forcément c'est mon histoire et mon histoire est un vrai brouillon. C'est quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas parfait, qui n'est pas lisse. Mais je ne suis pas lisse et je ne suis pas parfaite. Donc du coup, voilà. C'est tel que je suis et c'est tel que ça a été. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un 3e épisode. Bye!